Donc, il nous est écrit dans l'arrêté qu'il nous est effectivement conseillé de réaliser des mesures en audiométrie tonale liminaire en oreilles séparées, en conduction aérienne, en conduction osseuse, de l'audiométrie supraliminaire, la recherche de seuils d'inconfort et, si nécessaire, des mesures de progression de la sensation sonore. Donc, ce sont là des mesures qui sont extrêmement bien connues, donc vous imaginez bien que je ne vais rien vous apprendre, en tout cas dans leur modalité pratique. Au niveau de l'audiométrie tonale liminaire, que ce soit des mesures au casque, aux inserts, en conduction osseuse ou en champ libre. Tout ce qui est l'audiométrie tonale supraliminaire, avec les seuils subjectifs de confort et les seuils subjectifs d'inconfort. Et puis des tests classiques de Sony, que ce soit les tests de Fowler, de Reger, Luschers-Wieslocki, CC-test, et puis des tests subjectifs de croissance de Sony. L'important dans cette affaire, c'est de savoir surtout, d'un point de vue extrêmement pratique, dans notre quotidien d'audioprothésiste, que faire de l'ensemble de ces mesures. Pour commencer avec l'audiométrie tonale liminaire, elle est clairement le marqueur de la perte d'audibilité qui nous sert à caractériser, comme on l'a vu dans diverses études, la perte tonale moyenne, de catégoriser nos patients avec des surdités légères, moyennes à sévères. Donc c'est vraiment un indicateur dont on ne peut se passer. C'est la mesure qui est utilisée dans les méthodologies liminaires d'appareillage. Donc on entend par méthodologie liminaire d'appareillage tout l'ensemble des méthodologies de programmation de nos appareils auditifs qui ne prennent en compte pour le calcul de la valeur des gains que du seuil liminaire d'audition. Donc il paraît essentiel, à partir du moment où cette seule mesure permet de déterminer l'ensemble des paramètres d'amplification, que nous soyons extrêmement précis dans son relevé. J'ai emprunté une diapositive à Xavier Dallers, que je remercie, qui reprend une étude de Keller en 2006 avec la mesure du REDD, qui est le Real Ear to Dial Difference, qui est la différence entre une mesure, donc on administre une audiométrie au casque à notre patient, on génère un signal, par exemple, à 70 dB HL au casque, c'est la valeur qui est liée sur l'atténuateur de l'audiomètre, et on relève, à l'aide d'une sonde in vivo, la mesure en décibels SPL de pression acoustique relevée au niveau du tympan. Et ce qui est important de voir sur cette diapositive, c'est la dispersion de l'ensemble de ces mesures de REDD qui montrent une extrême variabilité interindividuelle. D'où l'intérêt d'utiliser des inserts pour des mesures de plus en plus précises. Ces inserts, ils ont des avantages extrêmement nombreux, une facilité de port, notamment pour l'appareillage pédiatrique. Quand on a des tout-petits qui arrivent dans des couffins, c'est toujours extrêmement compliqué d'aller glisser le casque avec le serre-tête. Donc ces matériels ont vraiment un avantage en termes de confort de port et surtout une beaucoup plus grande fiabilité des seuils. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un casque est étalonné sur un coupleur de 6 cm3, qui est censé représenter le volume du pavillon de la conque et du conduit auditif, alors qu'en réalité, quand on mesure ces volumes, on a entre un nourrisson et une oreille d'adulte, alors que l'étalonnage est exactement le même, des volumes réels qui sont extrêmement variables, qui varient de 7 cm3 à 1 cm3. Pour les inserts, pour le coup, on utilise pour l'étalonnage des coupleurs de 2 cm3, voire même de 0,4 cm3, et on a des volumes réels à la sortie de l'écouteur qui varient entre 0,5 et 0,25 cm3. Donc on comprend bien qu'avec des volumes résiduels qui sont beaucoup plus faibles, les incertitudes vont diminuer de facteur. Je reprends également à Xavier une étude qui a été réalisée sur des étudiants en audioprothèse à l'école de Bordeaux, avec à nouveau cette mesure de REDD au casque dans la partie haute. On aperçoit notamment dans les fréquences aiguës une grande dispersion des résultats qui montre une grande variabilité interindividuelle, et cette même valeur de REDD réalisée sur des inserts avec une dispersion qui est beaucoup moins importante, qui montre bien la fiabilité accrue en termes de précision des inserts par rapport à des mesures au casque. Donc s'il y a vraiment quelque chose à retenir au niveau de l'audiométrie tonale liminaire, c'est qu'il est vraiment préférable de la réaliser aujourd'hui aux inserts. Un autre avantage, c'est l'atténuation interorale qui est possible avec ces inserts, qui augmente le seuil de déclenchement du massage lorsqu'il est nécessaire. Toujours au niveau de l'audiométrie tonale liminaire qui se doit d'être la plus précise possible, surtout quand on utilise des méthodologies liminaires d'appareillage, c'est les conditions d'insonorisation qui sont extrêmement importantes. Vous avez là les normes de niveau de bruit acceptable pour pouvoir réaliser une audiométrie correcte sur un sujet normand entendant
avec des valeurs qui sont, encore une fois, beaucoup plus importantes. En tout cas, on peut tolérer des niveaux de bruit beaucoup plus importants sur des écouteurs d'insertion par rapport à des valeurs au casque. Un autre élément, c'est vraiment la mesure obligatoire des fréquences intermédiaires. Vous avez là un audiogramme tonal qui est un petit peu chétif, avec 5 malheureuses fréquences. Il est évident qu'on ne peut pas se contenter de mesurer ces 5 seules fréquences. Pour cette même audiométrie, on peut imaginer ces deux configurations audiométriques qui sont fondamentalement différentes. Avec, vous l'imaginez, si vous aviez rentré que ces 5 points dans votre logiciel d'appareillage, on appuie sur le bouton, on laisse le logiciel du fabricant appliquer la méthodologie qui a été choisie, on va avoir derrière des propositions de gains qui vont être fondamentalement différentes. Donc vous avez là, par exemple, avec une méthodologie NAL, les cibles de gains qui auraient été proposées pour cette audiométrie en haut, en gardant les 5 points, et les différences qui auraient pu être éventuellement induites par le renseignement de l'ensemble des fréquences intermédiaires. Donc vraiment aller chercher, toujours dans le détail, l'ensemble des fréquences. J'en viens à nouveau aux limites de l'audiométrie tonale. On en a parlé plusieurs fois déjà ce matin. Je vous recite les travaux de Kujawa et de Lieberman qui sont désormais bien connus, où, suite à une exposition sonore traumatique, on observe une diminution de l'amplitude de l'onde 1 au PEA, qui est caractéristique d'une perte de réponse neurale. On en a également parlé ce matin. L'audiométrie tonale liminaire, le seuil, recrute des fibres spécifiques, qui sont celles à haute activité spontanée, et ne vont pas du tout interroger des fibres avec des activités plus importantes. Donc vous pouvez tout à fait imaginer, comme on l'a vu plusieurs fois, notamment avec le professeur Taïwan, une audiométrie tonale normale, et derrière une dégradation sensible de l'intelligibilité dans le bruit. Donc, on continue sur l'audiométrie tonale liminaire. Vous avez là une audiométrie tonale classique, a priori simple, rien de particulier, une presbyacousie classique comme on la rencontre assez régulièrement. Mais derrière, on peut imaginer des profils audiométriques, encore une fois, fondamentalement différents quand on s'intéresse à l'aspect supraliminaire. Donc pour une même audiométrie tonale liminaire, vous pouvez sans difficulté imaginer obtenir des niveaux de confort potentiellement très différents, des niveaux d'inconfort extrêmement différents à nouveau, et puis surtout des histoires audiologiques différentes, des attentes et des besoins qui font toute la richesse de notre métier et qui vraiment vont caractériser chacun de nos patients les uns après les autres. Je suis un peu essoufflé avec le masque, excusez-moi, c'est pas très pratique. On nous a demandé de le garder. Donc, hop, un diaporama qu'on aime bien montrer avec nos étudiants en audioprothèse, qui caractérise bien la notion de champ auditif, qui est vraiment, on commence à rentrer un petit peu dans le détail de l'audiométrie supraliminaire, qui caractérise la capacité de nos patients à discriminer. Donc là, sur cette étude ancienne, on va mesurer le nombre de sons distinguables par intervalle de fréquence et d'intensité. Donc vous avez par exemple, sur ce petit carré-là, donc sur un intervalle compris entre 1000 et 1500 Hz et entre 80 et 90 décibels, on va mesurer le seuil différentiel d'intensité et le seuil différentiel de fréquence. Donc on a par exemple là 40 nuances d'intensité qui sont perceptibles, donc des variations de 0,4 décibels qui peuvent être perçues, et 110 nuances de fréquence dans ce même intervalle. Quand on fait le rapport des deux, on a 4400 points, une matrice de 4400 points différents sur ce simple petit carré dans la dynamique normale. Si on fait la somme de l'ensemble de ces points, on arrive pratiquement à 350 000 points. Donc on voit bien la complexité de la précision du champ auditif normal. Ce qu'il faut voir, c'est que l'ensemble de l'information acoustique que l'on va devoir traiter et restituer fidèlement dans nos prothèses, dans la dynamique de notre malentendant, elles ne sont pas figées comme c'est le cas là sur cette diaporama, et ces informations, elles évoluent dans le temps. Il y a des variations d'ordre spectro-temporel, comme on l'a vu également ce matin, qui sont extrêmement variables, avec des indices très importants qu'il va falloir restituer le plus fidèlement possible. Donc ces informations, elles évoluent dans le temps, et il faut qu'on arrive à les restituer correctement. Pour ça, il faut vraiment être très précis sur la mesure et sur l'analyse du champ auditif de nos patients malentendants. Ça commence par le niveau d'inconfort. Le champ auditif, je l'ai compris par ces extrêmes, entre le seuil liminaire d'audition et le seuil subjectif d'inconfort. Cette notion de seuil subjectif d'inconfort, elle est extrêmement vaste.
Il y a différents termes qui vont caractériser différents types de niveaux d'inconfort, que ce soit le seuil subjectif d'inconfort, et puis dans la littérature anglo-saxonne, des niveaux maximum tolérables, des niveaux d'extrême inconfort, des choses comme ça, qui sont des nuances qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Ces différents seuils, ils résultent de consignes qui sont déjà différentes. Savoir si on veut rechercher un inconfort initial, un inconfort notoire, un inconfort extrême. Donc c'est important, c'est de savoir vers quelle mesure on veut tendre. Ces différents seuils, ils résultent aussi de méthodes de relevé qui sont différentes. Ce sont des méthodes ascendantes ou des méthodes de recherche descendantes ou éventuellement des méthodes aléatoires, qui donnent encore une fois des seuils fondamentalement différents. Des signaux aussi différents. En fonction du type de signal qui va être utilisé, avec une même procédure, on va avoir des réponses qui vont être fondamentalement différentes également. Et on en revient aux incertitudes classiques, les mêmes que celles que l'on a vues par exemple au niveau des méthodes liminaires. Donc, il y a beaucoup de niveaux d'inconfort différents. Il n'y en a pas forcément certains qui soient mieux que d'autres, il y en a peut-être certains qui sont plus reproductibles que d'autres. Le plus important, c'est si vous décidez de les utiliser pour, par exemple, les associer à l'emploi d'une méthodologie supraliminaire d'appareillage, que vous ayez bien en tête d'aller rechercher le seuil qui aura été décrit par l'auteur de la méthode. La méthode vous demande d'aller rechercher un niveau d'inconfort initial, il n'est pas question d'aller chercher un niveau d'inconfort extrême, qui sera peut-être situé 15-20 décibels plus haut, et qui va nous donner des cibles de gain particulièrement différentes. Donc vraiment s'attacher à aller rechercher l'inconfort tel qu'il a été décrit, avec la méthodologie qui va. Ce seuil subjectif d'inconfort, qu'est-ce qu'on va en faire? Il va nous permettre, de façon relativement simple, de caractériser et de quantifier le recrutement, la distorsion de sonique qui est attachée à nos surdité neurosensorielle. Vous avez à gauche une dynamique normale, à droite une dynamique pincée avec une élévation du seuil et un abaissement du seuil d'inconfort. On peut aisément faire le rapport de ces dynamiques pour quantifier ce qu'on pourrait appeler le facteur de recrutement. Donc vous avez par exemple 120 décibels de dynamique normale à 2000 Hz, 40 décibels de dynamique résiduelle. L'objectif de notre appareillage, ça va être de transférer la plus grande partie de la dynamique acoustique normale dans la dynamique résiduelle de notre sujet malentendant. Avec pour objectif de vraiment... il faut que chaque son, tel qu'il est perçu par un norme-entendant, arrive et soumette le patient aux mêmes sensations subjectives. Un son qui est faible pour une oreille normale doit être faible pour un patient malentendant appareillé. Un son qui est fort doit être fort pour lui. Et chaque son doit prendre la même place, la même proportion. Si on prend là la répartition de la parole, par exemple pour un niveau de voix moyenne qui fluctue sur à peu près 30 décibels, ces 30 décibels de parole, ils sont situés dans une zone sensiblement médiane de la dynamique du norme-entendant. Il va falloir qu'on aille la transférer par notre amplification et nos compressions dans une zone sensiblement médiane de la dynamique résiduelle de notre malentendant. Par la compression, ces 30 décibels sur 120 décibels de dynamique normale, qui représentent donc 25% de la dynamique du norme-entendant, il va falloir se débrouiller pour que ça aille également occuper 25% de la dynamique résiduelle de notre patient qui est sous recrutement, pour que chaque son retrouve sa place et sa proportion. Le seuil subjectif d'inconfort, on va s'en servir également pour tout ce qui est de la gestion de la limitation du niveau de sortie des appareils. Et donc, ce niveau d'inconfort, il doit être encadré par une valeur maximale. On en a parlé ce matin, un des principaux éléments qui conduit à un échec d'appareillage, c'est des appareils, on l'a vu, dont le niveau de sortie dépasse l'inconfort du patient. Donc il y a une règle absolue, c'est de ne jamais atteindre l'inconfort du patient pour chaque fréquence. Donc on va s'attacher à fixer ce niveau de sortie max au niveau du seuil subjectif d'inconfort ramené en SPL, auquel on rajoute la résonance du conduit de l'oreille en question. Et on prend également en compte la sommation binaurale. Et un deuxième point extrêmement important, c'est que cette limitation du niveau de sortie, il ne faut pas la mettre trop bas non plus. Ne pas la mettre trop haut, ça on le comprend facilement. Pas la mettre trop bas, parce que si on la met trop bas, on risque en tout cas de dégrader le signal de parole. Et ce signal de parole, c'est le nerf de la guerre, c'est celui pour lequel on travaille tous les jours. Il faut absolument le restituer de façon efficace. Donc on peut imaginer qu'on puisse éventuellement réduire ce niveau de sortie pour éventuellement éviter
à des crêtes de venir inconforter notre patient, mais ne pas le descendre plus bas, en tout cas, qui puisse dégrader le gain qui serait prescrit pour un niveau d'entrée de 90 dB. 90 décibels, c'est à peu près les crêtes de la voix forte. Donc le gain qui serait décrit par notre méthodologie pour 90 décibels de niveau d'entrée, il faut qu'il puisse être respecté. Donc on voit par exemple une courbe de réponse sur un logiciel de fabricant, un gain d'insertion qui paraît a priori assez séduisant, beaucoup d'amplification, manifestement beaucoup de compression. Vous avez une audiométrie tonale, bon, il y a 5 points, c'est pas terrible, mais oreille nue, oreille appareillée, un gain prothétique qui paraît comme ça assez séduisant. Pour autant, on peut tout avoir affaire à des niveaux en vocal de ce genre-là, avec une vocale au casque, oreille nue, qui atteint 90%, alors qu'oreille appareillée, elle plafonne à 50%. Ça, c'est l'exemple d'un niveau de sortie qui aurait été mis trop bas et qui va complètement écraser la dynamique en sortie de notre appareil. Donc vraiment encadrer la dynamique avec cette gestion du MPO entre le niveau extrême et le niveau bas pour ne pas dégrader notre enveloppe de parole. J'en viens à la notion de seuil de confort, où il existe dans la littérature à nouveau beaucoup de seuils de confort différents, un peu à l'image de ce qu'on vient de voir sur le niveau d'inconfort, avec des conforts bas, des conforts moyens, des plages de confort, des conforts maximum, et qui sont autant de mesures différentes qui sont recommandées dans autant de méthodologies différentes. Celle dont on se sert le plus et qui paraît être la plus reproductible, c'est le niveau max confortable, dont on se sert par exemple dans la méthode CTM. Ce niveau max confortable donc, dont la courbe de référence a été établie sur 56 sujets normaux entendants et qui se situe à peu près aux alentours de 70 dB SPL. La même valeur en dBHL, on est à peu près autour de 60 dBHL. Ce qui est important au niveau de cette notion de confort, c'est quand on regarde à nouveau la répartition énergétique d'un signal de parole, on s'aperçoit que les crêtes, en tout cas la partie supérieure de cette énergie de la parole, elle est sensiblement confondue au niveau max confortable, en tout cas pour les fréquences moyennes et les fréquences aiguës. Et donc quand on s'attache à étudier ce qui se passe au niveau du seuil de confort maximum, indirectement, on va aussi s'attacher à étudier ce qui se passe au niveau de la perception des crêtes de la voix moyenne. Et donc c'est un élément de plus qui nous conforte sur l'utilisation de ce genre de mesures. Donc, quoi faire de notre niveau de confort ? On peut l'utiliser par exemple dans des méthodologies supraliminaires, comme le CTM de François Leher. Là, je vais vous faire un exemple assez rapide, assez bref. Un cas pratique, simple, on relève le seuil liminaire d'audition, on relève le niveau max confortable et on relève le niveau d'inconfort. Ça peut être fait au casque, ça peut être fait aux oreilles appareillées, dans toutes les configurations possibles. Vous avez en noir les courbes de référence, donc le seuil monaural en champ libre de référence, le niveau de confort max de référence et le niveau d'inconfort de référence, et là la dynamique de notre patient. À partir de ces 3 mesures de seuil, on va pouvoir pour chaque fréquence déterminer par l'analyse comparative des 2 champs auditifs dynamiques les facteurs de compression, avec 2 facteurs de compression. Un facteur de compression bas pour toute la partie faible en intensité de la dynamique entre le seuil et le niveau de confort. On va comparer la dynamique entre ces 2 seuils chez le malentendant et chez notre patient. Et donc là, on a par exemple 65 décibels de dynamique de référence. Sur 40 décibels, ça nous fait un facteur 1,6. Pareil pour la partie haute de la dynamique entre le seuil subjectif d'inconfort et le niveau de confort max, qui permet d'établir un 2e facteur de compression. Quand on a maintenant des appareils avec la possibilité de mettre plusieurs seuils d'enclenchement et plusieurs changements de pente, on peut déterminer la 2e partie de la compression. On a déterminé dans notre appareillage donc la pente, la compression. Il faut établir un gain pour au moins un niveau d'entrée. Donc là, en l'occurrence, le gain de référence dont on sait, c'est le gain pour 70 dB SPL de niveau d'entrée, qui correspond à peu près au niveau moyen du seuil de confort max de référence. Donc le gain d'insertion apporté, c'est la différence entre le niveau de confort de notre patient et le niveau de confort de référence. À cela, il faut donc rajouter aussi des seuils d'enclenchement que l'on va mettre par définition plutôt bas pour pouvoir essayer de faire entrer une plus grande partie de la dynamique du normand-entendant dans la dynamique de notre patient. Et à nouveau, un contrôle
de la limitation de notre niveau de sortie. Une autre utilisation des seuils supraliminaires, c'est pour la méthodologie du pré-réglage de Xavier Renard, où donc là, pour le coup, on ne relève que le seuil liminaire d'audition et le niveau d'inconfort. On détermine de la même façon les paramètres de compression par l'analyse comparative des dynamiques. Vous voyez qu'en l'occurrence, avec nos deux méthodologies, on a des facteurs de compression qui sont les mêmes, sur cet exemple-là. On calcule la MTD, qui est la médiane théorique de la dynamique, qui est donc la courbe mathématique qui scinde en deux, pour chaque fréquence, la dynamique résiduelle de notre patient, que l'on va comparer à celle de notre sujet normand tendant, la courbe MTD de référence, pour déterminer à nouveau le gain d'insertion pour un niveau d'entrée de 60 dBSPL. À nouveau des seuils d'enclenchement bas et un encadrement du niveau de sortie max. J'en viens aux tests de Sony, qui sont des tests plutôt historiques, qui permettaient à l'époque de rechercher, éventuellement caractériser le recrutement, mais qui ont très peu d'applications prothétiques, donc je vais passer extrêmement rapidement là-dessus. Des tests de croissance de Sony qui sont un peu plus utilisés, le loudness scaling, où il y a par exemple le LGOB, avec une échelle qui catégorisait la Sony perçue par nos patients, avec des indices qui allaient de très faible à très fort, où donc on présente différents types de stimulation de notre patient qui doit catégoriser en intensité. Le but du jeu étant d'essayer de normaliser la croissance de nos Sony de ces patients par rapport à des courbes de référence. Donc ça, c'est des procédures qui ont été intégrées, on l'a vu ce matin dans DSL et dans certaines méthodologies. Le contour test de Cox, qui a été recommandé par l'auteur pour contrôler à nouveau la croissance de Sony chez des patients appareillés, qui est le même type d'échelle, sauf qu'il y a un septième item qui précise un petit peu plus, alors qui ne sont pas toujours des mesures qui sont extrêmement faciles à utiliser. C'est-à-dire que là, vous avez quand même 7 nuances entre faible et inconfortable. Les audiomètres vont de 5 en 5 décibels. Ça suppose que vous ayez au moins 35-40 décibels de dynamique résiduelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc parfois, on va sauter une étape. Les patients sont perdus, ce n'est pas toujours évident. D'autres échelles de croissance de Sony qui ont été proposées pour définir des paramètres d'amplification, le scale adapt, où vous avez par exemple une croissance de Sony qui a été catégorisée, dont on va essayer par l'amplification de la transférer dans des zones de croissance de Sony normales. Et puis, d'un point de vue beaucoup plus empirique, des échelles visuelles de croissance de Sony que l'on utilise de façon assez classique en appareillage pédiatrique, que ce soit pour l'appareillage conventionnel ou pour des réglages d'implants, ou par exemple les enfants. Alors là, on a des échelles qui sont beaucoup plus basiques, petits, moyens, bien ou trop forts, des échelles un peu plus complexes chez des enfants éventuellement un petit peu plus grands, qui leur permettent de catégoriser leurs sensations de Sony pour pouvoir régler au mieux nos appareils. Donc, en conclusion, vous voyez que l'ensemble de ces procédures de mesure, que ce soit l'audiométrie tonale liminaire comme les supraliminaires, sont entachées d'un certain nombre d'incertitudes. Se contenter d'une seule mesure, ça augmente considérablement le risque de provoquer des erreurs de réglage. Vous imaginez bien que si vous mesurez un seuil, un confort, un inconfort, que là-dessus vous corrélez ça avec des vocales dans le silence, des vocales dans le bruit, vous risquez quand même de moins générer d'erreurs. Christophe posait la question de ce matin, de savoir s'il fallait mesurer des seuils supraliminaires ou les estimer. Vous imaginez bien ma réponse, il est clair qu'il faut systématiquement, pour tous les patients, aller mesurer un seuil, un niveau de confort, un niveau d'inconfort. Moi, je suis un peu moins catégorique, parce que sur certains patients, il faut peut-être faire attention, mais systématiquement mesurer ces seuils-là. C'est extrêmement compliqué. Vous avez un patient qui demain vous dit « Je trouve que le son est un peu métallique ». C'est un peu métallique, pourquoi c'est métallique? Il n'y a pas assez d'aigus, il y a trop de graves, je ne suis pas assez comprimé, mon niveau de sortie est trop. Si je ne mesure pas mon niveau de confort, mon niveau d'inconfort, je suis incapable de répondre à cette question. Donc vraiment, mesurer tous ces seuils. Un niveau d'inconfort, un niveau de confort, c'est 1 minute 30 pour la première oreille. Vous enlevez les instructions, ça fait 2 minutes 30 pour les deux, 5 minutes pour confort et inconfort. Je ne pense pas qu'on puisse s'affranchir de ces mesures-là. Je vous remercie pour votre attention.
Bien, merci beaucoup Thomas d'avoir déjà tenu les temps pour cette présentation très didactique où on passe de choses qui étaient très théoriques jusqu'à présent à des choses qui sont très pratiques. Qu'est-ce que l'on fait quand on a un malentendant? Comment on va régler la prothèse auditive? Et je suis sûr que ça va susciter plein d'interrogations dans la salle parce que là on rentre dans une partie qui concerne vraiment notre quotidien et notamment dans les questions. Il y a des choses qui se recoupent. J'utilise des inserts depuis 9 ans. J'appareille beaucoup d'enfants. J'ai essayé les tests avec les embouts sur mesure en lieu et place des mousses et j'ai constaté les mêmes résultats. Qu'en pensez-vous? Constater des meilleurs résultats. Les mêmes, hein? Comment? Les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Il faut imaginer que, en général, la profondeur d'insertion de l'embout est sensiblement la même que la mousse. À partir du moment où le volume résiduel est le même, il n'y a effectivement pas de raison que les résultats soient différents. Du coup, moi j'avais une petite question par rapport au test d'inconfort. Moi j'aime beaucoup les tests d'inconfort en champ libre appareillé, oreilles séparées. Mais je voulais savoir, tu as parlé des différentes méthodes. Je voulais savoir en termes de consignes et sur ces différentes méthodes, est-ce que tu peux nous dire plusieurs mots pour les personnes qui pratiquent pas souvent la mesure des seuils d'inconfort avec ou sans appareil? Bon. Au niveau des consignes, des résultats, voilà. Au niveau des seuils d'inconfort, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en nous, en pratique courante, on la mesure déjà au casque la première fois, ce qui est quand même beaucoup plus facile à tolérer dans des bureaux cabines comme on a aujourd'hui, pour pas quand même abîmer les oreilles de l'examinateur, et qu'à partir du moment où on a déjà mesuré notre inconfort au casque initialement, on a défini le niveau de sortie max que l'appareil ne devra pas dépasser. Donc théoriquement, si on a fait notre boulot correctement, on doit être à peu près certain que l'inconfort du patient ne doit jamais être atteint. Si c'est le cas, et qu'on a réglé correctement notre truc, on va pouvoir augmenter notre signal 110, 120, 130, 140 décibels. Si l'appareil fait son boulot, on ne va jamais atteindre l'inconfort du patient, et nous, on va s'abîmer les oreilles. Donc ce que je fais, moi, en pratique courante, c'est que je vais envoyer plutôt des stimuli vocaux, des stimuli un peu plus écologiques, pour vérifier après coup qu'on n'atteigne pas l'inconfort. Mais je ne refais pas un inconfort réel à l'oreille appareillée. Et en termes de consignes? Consignes, c'est des consignes assez classiques que décrivait Xavier Renard à l'époque, où on demande la participation du patient, mais on regarde surtout ses réponses à lui, toutes ses mimiques, ses contractions musculaires. Une autre question qui a été posée par la salle. Existe-t-il des études utilisant le matériel vocal pour la mesure des seuils MCL ou NLCC? Ça a été tenté, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'un niveau de confort, subjectivement, c'est déjà compliqué à faire fréquence par fréquence. Quand on commence à prendre des signaux trop complexes, on arrive avec des variabilités qui sont extrêmement compliquées, dont on n'arrive pas à tirer d'ailleurs de conclusions très pratiques. C'est quand même beaucoup plus simple de décomposer un signal en bande de fréquence, recombiner tout ça pour notre appareillage derrière. Mais les applications pratiques de tests comme ça, de niveau confortable avec des signaux vocaux, ça me paraît un peu compliqué. Alors, il y a plein de questions, hein, Thomas. Évidemment, c'est très pratique, donc on règle les prothèses, là on est en plein dedans. Et une des questions, c'est testez-vous toutes les fréquences pour les MCL et les UCL? Et pour les inserts, comment j'ai la différence avec les ORL qui testent au casque quand vous utilisez les inserts? Alors, je n'ai pas bien entendu la deuxième partie de la question, mais pour la première partie, oui. Pour la première partie, effectivement, on teste toutes les fréquences intermédiaires en tonal liminaire. Au niveau du confort, plus difficile d'aller mesurer à 125 Hz où la dynamique des haut-parleurs est parfois un petit peu en souffrance. Pour l'inconfort, c'est pareil. En général, on mesure plutôt de 250 à 6000. Et la deuxième partie que je n'ai pas entendue? Et après, c'est la discussion possible avec les médecins ORL, c'est-à-dire les inserts, la personne trouve ça très très bien a priori, mais a priori, ce n'est pas un test qui est réalisé selon elle par les ORL, et comment faire pour établir un dialogue avec l'ORL et que ces deux mondes se comprennent finalement. Après, je pense que l'objectif de nos mesures, ORL comme nous, on réalise des mesures tonales liminaires, on n'en fait pas la même chose. Et c'est ce que je dis souvent à mes patients qui me disent
Votre audiométrie tonale, elle est vachement bien, on y a passé du temps, c'est extrêmement précis. Chez l'ORL, c'était vite fait, bien fait. Alors, ils ne cherchent pas la même chose, c'est ce que je leur explique à chaque fois. L'ORL est là pour diagnostiquer une perte auditive, la quantifier au quart de décibel près. Ce n'est pas forcément extrêmement important, à mon avis, pour lui, sauf éventuellement pour des récupérations chirurgicales, des choses comme ça. Mais on ne cherche pas la même chose. Hein, donc nous, on a besoin de mesures extrêmement précises en les justifiant dans le cadre de notre appareillage. Ça ne pose pas de difficulté particulière, à mon avis.